Chapitre 12. L'après-indépendance, l'état de tous les dangers. Les divergences entre l'état-major général et le GPRA apparaissent quand commencent les pourparlers avec les Français. L'histoire est pleine de ces différences d'approche entre hommes politiques et chefs des armées engagés côte à côte dans un combat, quand un accord avec l'ennemi commence à se dessiner. À la décharge de la direction politique de la Révolution, il faut dire que Houari Boumediene et ses adjoints ont été pleinement associés aux négociations d'Évian. La position de l'état-major général traduit sa volonté de suivre le cours des tractations et de peser de tout son poids sur nos plénipotentiaires afin d'éviter que l'autre partie impose sa propre solution. Ce souci a été pleinement admis par la délégation algérienne. Contrairement à ce qui a été écrit ici et là, Boumediene n'a jamais été partisan d'un jusqu'au-boutisme militaire. Il s'est exprimé sans ambiguïté sur des questions d'intérêt national dont la non-résolution risquait d'affecter l'avenir du pays, comme par exemple l'amputation du territoire national de sa partie saharienne ou des privilèges exorbitants accordés à la minorité européenne. Un autre point de discorde est l'acceptation par la délégation algérienne à Évian de la création d'une force locale forte de 40 000 hommes. Houari Boumediene y lit une manœuvre pour prendre l'avantage sur l'ALN stationnée sur les frontières. Reda Melek, rapporteur de la délégation algérienne à Évian, dit qu'il sera opposé au chef d'état-major l'argument selon lequel la négociation avec la France constitue, pour une fois, une chance historique qui pourrait bien ne pas se reproduire. C'était, de la part des membres de la direction politique, une connaissance parfaite des situations internes du pouvoir français, des conjonctures internationales et des contraintes objectives qui sous-tendent les vrais rapports de force. Si De Gaulle était écarté d'une façon ou d'une autre par les activistes de l'Algérie française, quel pouvoir français pouvait tenir tête à ce lobby qui fait passer ses propres intérêts avant ceux de l'immense majorité des Français? Il y avait le risque, en cas d'extrême rigidité algérienne, qui ferait traîner les négociations en longueur de voir la guerre rebondir pour des années encore. Dès que les textes des accords sont paraphés, Houari Boumediene va plus loin en se positionnant en arbitre de toute évolution politique de la situation afin de l'orienter vers ce qu'il estime être de l'intérêt de l'Algérie, sans craindre aucunement d'être accusé d'imposer la primauté du militaire. Il ne veut à aucun prix que le GPRA ou un quelconque de ses membres dirige l'Algérie indépendante. L'état-major général, en circonvenant Ahmed Ben Bella à défaut d'avoir réussi avec Mohamed Boudiaf, provoque une scission dans le groupe des 5, Houari Boumediene à la partie belle face au GPRA, face à un GPRA usé par le pouvoir et affaibli par les concurrences entre ses principaux membres. Le noyau dur du CCE, depuis qu'il a perdu sa cohésion en se diluant dans un GPRA hétéroclite et surtout depuis que Kérim a délégué son autorité sur l'armée à un fondé de pouvoir, le COM, qui n'était pas capable au sens complet et total du terme d'affronter la supériorité écrasante des effectifs et des matériels alignés par l'armée française ou, à tout le moins, imaginer des tactiques pour économiser le sang de l'ALN, a dû supporter tout le poids des critiques qui le présentent comme infailli. Il n'y a pas de direction politique en temps de révolution qui survit à l'accusation de faillite ou d'embourgeoisement quand ceux qui la portent disposent de la force armée. D'innombrables erreurs de grands excès ont jalonné le cours chaotique et sanglant du comité restreint qui avait la haute main sur les affaires de la Révolution. Les exécutions successives des membres de 2 états-majors de l'ORES, le meurtre de Abben, le massacre de la fine fleur des effectifs des wilayas 3 et 4 par des spécialistes français de l'action psychologique et l'asphyxie de l'intérieur ont laissé des traces et ont fait peu à peu perdre aux 3B le prestige des géniteurs de révolution qui prémunissent des contestations et protègent des concurrences. D'avoir mêlé Houari Boumediene à toutes leurs œuvres, surtout les plus basses, comme le meurtre de Abben ou l'impitoyable décimation du 2e état-major de l'Euras, ils ont été désacralisés à ses yeux. Il faut ajouter à cela que la seule base populaire du Nidam était constituée par les Algériens réfugiés en Tunisie et au Maroc. Le système policier hermétique mis en place par Abdelhafid Boussouf avait fini par provoquer d'abord la peur, ensuite le rejet. L'assise militaire de ce même Nidam était les formations de l'ALN confinées à l'extérieur de l'Algérie et contraintes, malgré l'écrasante asymétrie des moyens, à aller affronter les barrages fortifiés qui isolaient l'Algérie au cours des années 1958 et 1959. Depuis 1960, cette assise militaire est aux mains de Houari Boumediene.
Un incident en apparence mineur mais qui aura de graves conséquences viendra démontrer que l'état-major général a pris conscience de sa force et de ses possibilités. Les critiques contre Krim, surtout, vont trop dans le sens de ce qu'espère l'état-major général pour qu'il ne soit pas tenté de les faire siennes et de les faire adopter par tous ceux qui l'écoutent. Cependant, ces attaques ne vont pas jusqu'à dénier à l'ancien chef de la Wilaya 3 la qualité de représentant de l'Algérie combattante. Pour la petite ou plutôt pour la grande histoire, les maquisards ne voulaient pas que les accords avec les Français soient signés par un politicien rallié après coup à la lutte armée, mais par un combattant, pour donner la preuve que ce ne sont pas les démarches des partis politiques verbeux, hésitants et timorés qui ont arraché l'indépendance, mais l'ALN, au-delà des divergences avec Krim et de reproches qu'on lui fait, il y a son socle intouchable, son passé de combattant. Quel meilleur représentant pouvait avoir l'ALN autre que l'homme du 1er novembre, l'ancien chef d'une prestigieuse wilaya combattante, le seul survivant des hommes qui ont allumé l'étincelle de novembre. Il était hors de question pour l'ALN d'accepter une récupération de ce qu'elle a fait par quelqu'un d'autre que celui qui a porté le fardeau le plus lourd aux moments les plus difficiles. La signature apposée par Krim sur le parchemin d'Évian est la reconnaissance par l'ennemi des sacrifices et du courage de l'armée algérienne. La crise culmine lors de la 4e session du CNRA, tenue du 27 mai au 30 juin 1962 à Tripoli, pour ratifier les accords signés à Évian, s'entendre sur un programme et désigner une direction politique. Ben Khedda estime et le montre ostensiblement qu'il a toutes les capacités et toute la légitimité pour être à la tête de l'Algérie indépendante. Ces empoignades ont pour conséquence une fracture grave au sein de la direction politique de la Révolution. L'efficacité de la parole du GPRA ne porte plus. Ses membres, hormis les 3B, ne joueront aucun rôle notable pour influencer le cours des choses. Le duel se déroule entre Ben Bella, fort de son alliance avec l'état-major, et les 3B, chacun de ces derniers plus ou moins décidé à résister. Les attaques en séance plénière du CNRA et les manœuvres en coulisses, contre Krim surtout, sont d'une rare violence. Bientôt, la pyramide du Nidam, édifiée sur une assise triangulaire, chacun des baies tenant une face se désagrège dès lors que ces piliers qui ont affronté toutes les tempêtes plieront et rompront sous le poids des accusations et des anathèmes. Ministres, aux cadres, ambassadeurs, responsables de ceci ou de cela iront dans un parfait élan opportuniste grossir les rangs des partisans de Ben Bella. Ce dernier veut liquider le GPRA et le remplacer par un bureau politique de son choix. Les premiers rôles de la décennie 1950 sont morts, les autres, tout un collège d'hommes expérimentés, sont réduits au silence par un homme plein de certitude et fort de ses alliances. Avant même la marche sur Alger, le rapport des forces tranche irrémédiablement. Avec l'échec de la commission Ben Yahya, le Congrès se prépare sans avoir pu doter le pays d'une direction politique. Ben Khedda quitte le Congrès de Tripoli sans prévenir. Les autres participants se séparent dans la confusion. Une véritable guerre des chefs commence. Les états-majors des wilayas s'agitent et se placent dans un camp ou dans l'autre. Ils trouvent des prétextes politiques pour s'ériger en opposition, soit au GPRA, soit à l'état-major général, alors que l'armée française est encore sur le pied de guerre, que l'OAS massacre, brûle, tente de créer des maquis avec des harkis, de rares résiduels du MNA, et qu'en France, chez une certaine catégorie de la population, rien n'est encore joué. Voilà ce qu'écrit Benjamin Stora à propos de ce qui se déroule dans les villes algériennes au moment où la direction politique de la Révolution se déchire. Après les accords d'Évian du 19 mars, les attentats de l'OAS ne cessent pourtant pas. On pourrait même dire que le terrorisme croît en violence. Assassinats individuels de musulmans, chasse à l'homme, explosions au plastique, tirs de mortier. À la fin du mois d'avril, une voiture piégée explose dans un marché très fréquenté par les Algériens musulmans en ce moment de Ramadan. C'est une première du genre et le 2 mai, le même procédé, une voiture piégée qui explose dans le port d'Alger, fait 62 morts et 110 blessés, tous musulmans. En mai, à Oran, quotidiennement, 10 à 50 Algériens sont abattus par l'OAS. La férocité est telle que ceux qui habitent encore des quartiers européens les quittent en hâte. Le 7 juin est l'un des points culminants de la politique de la terre brûlée que prend désormais l'OAS. Ses commandos Delta incendient la bibliothèque d'Alger et livrent aux flammes ses 60 000 volumes. À Oran, ce sont la mairie, la bibliothèque municipale et 4 écoles qui sont détruites à l'explosif. Plus que jamais, la ville où règne une anarchie totale est coupée en deux.
plus un Algérien ne circule dans la ville européenne. Les turbulences de Tripoli et le combat d'arrière-garde des partisans de l'Algérie française n'ont aucun impact sur l'armée qui continue à être mobilisée et prête à faire face à tous les développements possibles. Une des éventualités envisagées est un combat de rue contre des activistes de l'OAS renforcés par des supplétifs et des phalanges de jeunes pieds noirs décidés à transformer les villes algériennes en camps retranchés. L'état-major général organisera un stage spécial combat de rue auquel je prendrai part, avec plusieurs chefs de compagnie dans le camp d'instruction d'Oued Mliz. Le redéploiement de l'ALN stationné sur les frontières en ces journées d'après le cessez-le-feu s'accompagne de nombreuses projections théoriques. Positions à investir, logistique à réarticuler, personnel à réaffecter, magasins à inventorier, matériel à emballer, archives à réunir, avec toujours en perspective une reprise éventuelle des hostilités au cas où. La suspension d'armes conclue à Évian paraît encore tellement fragile, on n'ose pas croire qu'elle est solide et définitive. La période transitoire est vécue par Houari Boumediene dans un qui-vive perpétuel. C'est une période pleine d'incertitudes et de menaces. Ben Khedda ose demander à De Gaulle de ne pas permettre à l'armée des frontières de rentrer en Algérie. Le président français refuse de s'impliquer, mais le président du GPRA obtient l'appui de Bourguiba, qui met son armée et sa garde nationale en état d'alerte maximum. En Tunisie, de nombreux points de contrôle sont installés sur les routes, avec pour consigne d'interpeller les membres de l'état-major général. Des bruits courent que la tête de Houari Boumediene est mise à prix. Pour éviter l'arrestation, il quitte la région de Ghardimao en compagnie de Saïd Abid dans une ambulance de Croissant Rouge algérien. Pendant que la course vers Alger des membres du GPRA et à leur tête Ben Khedda commence, nous nous mettons à concrétiser sur le terrain les décisions du commandement. Nous plions bagages et quittons nos casernements, nos centres d'instruction, nos bivouacs éphémères, nos tranchées et nos trous-bouteilles. Les bureaux techniques de l'état-major national ont défini les itinéraires, précisé les étapes et indiqué les points de chute. Les hommes qui n'ont pas revu enfants, épouses et parents depuis des années ne risquent-ils pas d'échapper à tout contrôle et partir dans la nature, d'autant que les appels à la désobéissance provenant de membres du GPRA et reliés par Radio Tunis ne cessent de retentir. Mais l'armée, malgré ses tentatives de délitement, passe brillamment l'épreuve de ces jours de grande incertitude. Pas un seul homme ne quitte l'unité à laquelle il appartient. Le travail des officiers qui l'ont formé et qui l'ont commandé face à l'ennemi lui ont donné l'esprit de corps qui renforce la cohésion des rangs. Les effectifs ne fondent pas à l'instar de ceux de certaines wilayas qui doivent recourir aux éléments de la force locale et aux moudjahidines de la 25e heure pour se renforcer. L'armée rentre en Algérie disciplinée et encadrée par des chefs aguerris, par l'expérience des champs de bataille et pourtant, pour la plupart, les cicatrices des blessures reçues au cours des dizaines d'engagements. Les lignes électrifiées sont désactivées. Les barrages que l'armée française a mis tant d'années à édifier et dont elle attendait la victoire se dressent encore avec leur enchevêtrement, accordéon épineux et distendu, leurs guérites, leurs bunkers et leurs piquets d'alerte, mais tout est déjà désert, tout est vide, inerte et silencieux. Les gardiens de l'enfer sont partis. De loin en loin, des soldats du génie, protégés par des blindés, procèdent au démantèlement des groupes électrogènes qui maintenaient le voltage à sa tension létale. Des paysans guident des bêtes qui traînent derrière elles d'immenses pelotes difformes de fils de fer barbelés. Ce sont les anciens habitants des lieux qui tentent de libérer les parcelles de terre qui les nourrissaient de l'emprise de la chape d'acier. Les mises en garde des hommes de l'ALN qui passent par là ne sont pas écoutées. Les mines, en ces mois de mai, juin, juillet, août et septembre, tuent ou mutilent plus de femmes, d'hommes et d'enfants que pendant une année de guerre. Mon unité n'a nullement besoin d'une quelconque remise en ordre. Le cessez-le-feu ne l'a ni ébranlé ni perturbé. Peut-être que les gestes d'hier ne présentent plus le même niveau d'urgence. À Groun Aïcha, notre dernier bivouac, on les accomplit avec moins de stress. La menace latente d'une escadrille d'avions tueurs a disparu, comme semble moins probable ces volées d'obus de 155 mm qui vrillent l'air en hurlant comme des chats sauvages. L'itinéraire qui m'a été précisé me conduit à la tête de mon bataillon à Bouhadjar. Je demeure là-bas quelques jours. Habitués à courir le Jbel, nous n'avons rien de lourd ou d'encombrant à empaqueter pour aller jusqu'à l'endroit où nous atterrissons dans l'attente d'autres ordres. Nos armes, nos munitions et un léger ordinaire sont notre seul bagage. Pas de quoi exiger un GMC. Je suis dans un état d'esprit que je n'ai jamais connu auparavant.
J'ai conscience qu'une ère nouvelle vient de sonner au cadran de l'histoire. Des pensées contradictoires m'effleurent. Comment les ordonner? Quelle préséance leur donner? Quel est le mot que je dois utiliser pour rendre ce que je ressens en foulant la terre algérienne enfin libérée, au moment où je vois sur les routes l'exode éperdu du peuple réimplanté chez nous et qui découvre soudain l'implacable logique de l'histoire? Contentement, joie, euphorie, tristesse, chacun de ces mots et tous ces mots en même temps. Quelque chose au plus profond de moi-même me pousse à bouger. Je parcours les pistes qui traversent la forêt des Beni Salah. Je descends vers les Ouled Béchih. Chaque clairière a une histoire, chaque crête raconte une épopée. Au nord de la bourgade de Khboucha, au lieu dit Tarat, la guerre me rattrape. Je m'arrête au bord de la route. Des moudjahidines appartenant au 17e bataillon, j'en reconnais quelques-uns, surveillent des hommes engagés dans une opération de déminage. Soudain, l'un de ces derniers pousse un horrible cri de douleur. Une mine vient de réduire en bouillie une de ses jambes. Il est transporté au bord du fossé, perdant son sang qui coule avec abondance. Un garrot de fortune lui est appliqué au-dessus du genou. Peine perdue, le sang gicle toujours. Je ne lui donne pas 5 minutes à vivre. Nous sommes en train d'arrêter un véhicule civil pour le faire conduire à l'hôpital de Soukharas quand une autre mine saute plus loin. C'est une bondissante. L'homme qui a mis le pied dessus a le haut des cuisses et le ventre criblé d'éclats. Qui a bien pu fourvoyer ces malheureux dans ce hachoir? Quelques jours auparavant, Abdelrahman Ben Salem me demande de mettre mon bataillon au déminage. Mes hommes n'ont aucune expérience pour ce genre de travail. Les y contraindre, c'est les envoyer à une mort certaine, lui dis-je. Je finis par le convaincre, nous n'en avons plus parlé. J'interroge des Junouds pour savoir qui a ordonné ce nettoyage et qui sont ces démineurs. Ce sont des Harkis, c'est notre chef de bataillon, Qadi Qaddour, qui l'a ordonné, me répond-on. Je fais stopper l'opération, on m'indique où se trouve le PC de Qadi Qaddour, il me reçoit, m'écoute et se rend tout de suite à mes arguments. Il fait arrêter le massacre. Nulle part en Algérie, la LN n'a perdu son honneur en s'adonnant aux vengeances contre ceux qui ont pris les armes contre leur pays. Les exécutions sommaires des criminels qui ont torturé et massacré sous les ordres des officiers SAS ont existé. Elles ont été perpétrées par des villageois, hors le contrôle de la LN. Ces exécutions sommaires n'ont été ni aussi généralisées ni aussi nombreuses comme l'affirment à tort ceux qui, en France, voulaient et veulent toujours faire de l'armée algérienne un ramassis de tueurs. Le Harki qui a perdu la vie dans le champ de mine a été inhumé dignement. À propos du prétendu mauvais sort fait au Harki et dénoncé par les nostalgiques de l'Algérie française, ce qu'écrit Benjamin Stora, professeur d'histoire du Maghreb, montre avec quelle humanité la France officielle a traité ses supplétifs. Le mot abondant a été utilisé par les partisans de l'Algérie française contre la politique algérienne du général de Gaulle. Mais c'est surtout à propos des Harkis, les forces supplétives musulmanes de l'armée française, que le mot restera à propos de la guerre d'Algérie. Avant le 19 mars 1962, des officiers des SAS, section administrative chargée de l'encadrement des populations villageoises, s'étaient préoccupés de transférer en métropole ceux qui étaient menacés. Mais un télégramme 125 IGA du 16 mai les rappellera à l'ordre. Le ministre d'État, Louis Jox, demande au haut-commissaire de rappeler que toute initiative individuelle tende à l'installation en métropole des Français musulmans sont strictement interdites. Une autre directive du même ministre d'État, datant du 15 juillet, énonça que les supplétifs débarqués en métropole en dehors du plan général seront renvoyés en Algérie. Ces officiers diront « Nous avons perdu notre honneur avec la fin de cette guerre d'Algérie ».